On est le 6 mai et aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 26 ans. Et je pensais vraiment pas enregistrer un podcast aujourd'hui, mais je me suis dit, aujourd'hui c'est ma journée et j'ai envie de faire que des choses que j'ai envie de faire finalement. En tout cas à 100%. Et ce matin, je me suis levée à 3 heures du matin. J'ai dormi 2 heures. Je suis sur un total de 6 heures de sommeil en 2 jours, donc je ne sais même pas comment je tiens les gars, mais je tiens. Et j'avais pas envie de dormir, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas te lever, tu vas commencer ta journée, et puis tu iras dormir quand ton corps voudra bien dormir, tout simplement. Et je ne pensais vraiment pas avoir l'envie d'enregistrer ce podcast, mais du coup, je regardais ma série pour essayer de me rendormir. Et c'est une série, je sais pas si vous avez vu sur Netflix, ça s'appelle Les 4 saisons, où tu suis un groupe d'amis, donc où il y a des histoires de couples, de mariage, etc. Et en fait, ça m'a rappelé à quel point, en ce moment, je me pose énormément de questions. Je ne sais pas si c'est justement le fait de passer à mes 26 ans qui fait ça, mais je me pose tellement de questions, et notamment au niveau de mes relations amoureuses. Je travaille beaucoup sur ça avec ma psy en ce moment. Et il y a quelque chose qu'on a abordé lors de ma dernière séance que je trouvais super intéressant de vous partager. C'était justement sur la peur de l'engagement, la recherche de la personne idéale et tout ce qui allait avec. Et donc, bah écoutez, c'est parti. Je suis une traumatisée de l'amour, je suis une traumatisée de l'engagement, j'en ai une peur phobique et pourtant, je suis de plus en plus capable de te dire que ce que j'ai envie dans la vie, c'est de me poser. Je pensais vraiment pas dire ça un jour, en tout cas pas si vite, au vu de ce qui m'est arrivé et de ma dernière relation. Mais plus le temps passe et plus je sais et j'en suis consciente en fait, c'est un truc que j'ai toujours enfoui, le fait que je suis faite pour être en couple, pour avoir un partenaire, pour avancer avec. Le fait d'enchaîner des relations ou quoi, ça a jamais été, mon délire, ça a jamais été quelque chose que je voulais. Le fait d'avoir beaucoup de petites histoires, c'est pas mon kiff. Moi, je préfère, enfin, en fait, j'ai jamais été trop seule depuis mes 15 ans parce que j'ai toujours enchaîné les relations de couple plus ou moins. Alors après, il y a une période où j'étais seule, mais en vrai, quand bien même j'étais seule, en gros, j'étais pas en couple, j'étais quand même, enfin, je fréquentais quand même quelqu'un. Même si c'était pas officiel et qu'il n'y avait pas d'engagement, je fréquentais quand même quelqu'un. Et là, depuis, bah, du coup, ça va faire 3 semaines, un mois maintenant, et ça passe vite, hein. Et ben, je vois personne, je parle à personne, et je suis seule pour la première fois, et c'est très inconfortable. Franchement, je vais pas vous mentir, je pleure beaucoup. Dernièrement, je pleure beaucoup parce que je suis dans une situation qui réveille beaucoup d'insécurité. Le fait de ne pas pouvoir me raccrocher à quelqu'un, de ne pas avoir d'attention, de ne pas avoir d'affection, c'est tout nouveau pour moi et c'est très compliqué à gérer. Donc je pleure beaucoup. Et c'est bien parce que ça me permet de décharger mes émotions, chose que je faisais pas jusqu'ici. Et je pense que ça m'aide à avancer. Enfin, je vois que dernièrement, depuis que je me laisse beaucoup plus aller sur mes sentiments, sur ce que je ressens, etc., je sens que j'avance beaucoup plus vite dans ce que je veux. Et notamment, j'ai parlé de ça avec ma psy la dernière fois, c'était ma peur de l'engagement et la recherche de l'être parfait. Je mets des guillemets, mais en gros, je me suis rendu compte que pourquoi j'avais si peur de l'engagement, c'est parce que je me suis toujours mis en tête que ce que je voulais, c'était un couple qui dure. Je voulais à tout prix éviter le divorce, je voulais à tout prix éviter la séparation. Et donc, pour moi, quand je m'engage pleinement et je m'engage pour que ça fonctionne. Et forcément, du coup, ça me crée une insécurité parce que à partir du moment où je vais m'engager, ça va me mettre face au fait que, en fait, ça va me mettre une certaine pression pour que ça fonctionne. Parce que je me suis engagée, parce que ça y est, j'ai donné ma confiance, et donc il faut que ce couple, il fonctionne en fait, tout simplement. Et j'essaye de déconstruire ce schéma-là en me disant qu'en fait, tu peux être avec une personne, et peut-être que ce sera pas l'amour de ta vie. Parce qu'en fait, je me dis, en réfléchissant comme ça, je risque de jamais m'engager. Ou de m'engager peut-être trop tard au vu de mes projets de vie, de ce que je souhaite, etc.
Ce qui serait dommage. Parce qu'en vrai, on ne pourra jamais éviter le fait qu'un couple capote. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Ma psy m'a dit un truc super pertinent. Elle m'a dit, partez du principe qu'un couple, ça foire à un moment donné. Mais c'est pas parce que ça foire que vous allez vous séparer. Ça dépendra de l'énergie que vous avez envie de mettre dans votre relation, ça dépendra de l'envie de faire fonctionner ce couple et de comment vous allez gérer la situation de crise. Mais partez du principe qu'un couple, ça va foirer au bout d'un moment. Et en fait, depuis qu'elle m'a dit ça, je réfléchis grave au fait que si tu vois les choses de cette manière-là, effectivement, c'est beaucoup plus simple de s'engager parce que tu te dis, en fait, tu pars du principe que déjà ça va foirer à un moment. Mais en fait, est-ce que c'est mal de réfléchir comme ça? Parce que c'est pas être pessimiste, c'est juste être objectif. Un couple, ça ne peut pas être tout beau, tout rose, tout le temps. Et c'est aussi ce qu'elle m'a expliqué. Parce que pendant ma dernière relation, pendant 1 an, je me suis pas vraiment posé de questions. C'était fluide, on s'embrouillait pas, etc. Comme je vous ai dit plusieurs fois dans mes derniers épisodes, c'était vraiment la relation idéale en fait. Mais au final, elle m'a dit, bah ouais, mais c'est-à-dire que pendant 1 an, vous vous êtes pas posé de questions, mais un couple qui se questionne pas, c'est pas forcément un couple sain. Parce que c'est forcément qu'il y a des non-dits. Vous pouvez pas être dans une relation où il y a zéro prise de tête. Parce que ça veut forcément dire qu'il y en a un des deux qui camoufle certaines choses, certaines émotions, certains ressentis, pour ne pas brusquer l'autre, pour ne pas paraître chiant, parce que ça, le syndrome de la meuf chiante, on pourra en parler, on pourra même en faire un épisode. Il y a toujours un moment où ça va capoter. À partir de ce moment-là, une fois que tu te l'es mis en tête, tu réfléchis différemment. Et je parlais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Cette personne-là, elle est aussi phobique de l'engagement. Et du coup, elle me disait, mais moi, je me poserai que le jour où je trouverai la personne parfaite à mes yeux. Physiquement, parce que je pense que du coup, j'aurais Dieu que pour cette personne et j'aurais pas cette envie d'aller voir ailleurs. Mais moi, personnellement, après, vous pourrez me reprendre sur ça et vous pourrez me donner vos avis, évidemment. C'est le but aussi de mes podcasts. Je pense que la personne parfaite n'existe pas. Parce que typiquement, physiquement parlant, mon ex, c'était mon idéal, on va dire. Mais au final, on a bien vu ce que ça a donné la relation. Et plus le temps passe, et plus je sais que moi, je me suis beaucoup axée justement sur des schémas où je cherchais cette perfection physique en me disant que comme ça... En fait, j'avais le même raisonnement, de me dire, si je me mets avec la personne qui est idéale physiquement pour moi, j'aurai que Dieu pour lui, et donc il y aura moins de tentation. Bien que, en vrai, j'ai jamais eu cette tentation en couple d'aller voir ailleurs. Mais comme je pars du principe que la personne avec qui je m'engage, ça va être mon partenaire de vie, ça va être mon mari, ça va être celui avec qui je vais finir mes jours, je suis objective sur le fait qu'il y a forcément un moment, au bout de 30, 40 ans de mariage, où tu commences à avoir des questionnements, peut-être de l'attirance pour quelqu'un d'autre, etc. Et donc je partais du principe que si je trouvais cette personne parfaite physiquement pour moi, forcément j'aurais moins ce risque-là à terme. Or, plus le temps passe et plus je me dis, en vrai, cette personne physiquement parfaite, est-ce que c'est ça qui est réellement important? Dans une de mes dernières séances de psy, on a parlé de ça et elle m'a donné l'exemple d'une patiente qu'elle suivait qui a récemment rencontré quelqu'un qui n'est pas les critères physiques de cette personne. En fait, elle le trouve charmant, attirant, mais c'est pas son goal physique. Par contre, ils s'entendent super bien, etc. Mais il y a des trucs sur lesquels ça la titille un peu, typiquement son style vestimentaire, des choses comme ça. Et en fait, cette personne-là s'est quand même mise en couple avec ce mec. Et plus le temps passait, et plus elle se disait, en fait, je crois que je vais le quitter parce qu'il y a plein de trucs qui me conviennent pas à 100%. Pourtant, sur les fondements, sur les bases, tout allait super bien. Et ma psy lui a dit, mais en fait, vous devriez peut-être juste en parler, en fait. Échanger avec lui, lui dire ce que vous avez sur le cœur et vos insécurités. Et en fait, à partir du moment où elle l'a fait, le mec lui a dit, bah écoute, je suis pas non plus un pigeon, je vais pas changer pour toi, mais il y a des choses sur lesquelles je peux faire des concessions, je peux m'améliorer, comme toi tu vas pouvoir le faire au cours de notre relation si ça se passe bien. Parce qu'en fait, ce qui est réellement important quand tu commences à prendre du recul sur tout ça, c'est les fondements, c'est les bases, c'est à quel point tu construis
solidement ta relation. Parce que, honnêtement, je pense qu'à partir du moment où tu as des valeurs communes, où tu as des bases solides, où tu as beaucoup de communication, tu n'as pas peur d'exprimer tes ressentis, déjà non seulement c'est comme ça que tu poses et que tu délimites tes limites justement, que tu les exprimes clairement et que d'une certaine manière du coup tu te respectes. Parce que si tu ne dis rien sur une situation qui te pose problème, typiquement dans ma dernière relation, je sais qu'il y a des choses que j'ai laissées un peu en suspens parce que je voulais pas être justement la meuf relou qui pose trop de questions. Je voulais pas créer une situation compliquée où en fait je voulais que tout soit fluide au maximum. Mais ce qui fait qu'il y avait des interrogations que j'ai pas forcément osé poser sur la table et je sais que ça m'a impacté parce que j'avais des interrogations dans ma tête sans réponse qui me travaillaient quand même. Et je pense que dans une relation saine, tu dois justement avoir cette communication libre où tu peux parler de tout, euh, où la discussion n'est pas taboue et où justement tu vas rechercher le fait de t'exprimer librement avec ton partenaire sur tous les sujets possibles pour pouvoir consolider ces fondations de votre relation. Et après, je parlais toujours avec cette même personne qui est phobique de l'engagement. Elle me disait, ouais, mais justement, si je me tourne vers quelqu'un qui n'est pas 100% mes critères physiques, sûrement que j'aurais envie d'aller voir ailleurs, etc. Mais pour moi, quand bien même tu es avec la personne 100% qui correspond à tes critères physiques, déjà, c'est très dur d'avoir 100% des critères physiques et 100% des critères psychiques. Je trouve, hein, c'est compliqué. Plus le temps y passe et plus je me rends compte que les personnes que j'ai rencontrées qui me correspondaient 100% sur mes valeurs fondamentales et avec qui j'aurais pu réellement faire quelque chose parce qu'il y avait un vrai feeling et ça je trouve ça très compliqué à trouver avec quelqu'un. Un vrai feeling, un truc profond sur lequel tu peux vraiment une relation sur laquelle tu peux t'appuyer, tu peux te reposer, où tu peux échanger librement, c'est très rare. Où tu rigoles bien, où il y a une bonne entente, c'est pas un truc banal. Enfin, tu peux t'entendre avec beaucoup de gens, c'est sûr. Mais une vraie, là, je vous parle d'une vraie relation. Un truc avec des fondements solides. C'est rare de trouver ça. Et je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, toutes les personnes que tu as rencontrées qui correspondaient à tes critères à 100% sur tes valeurs et avec qui tu aurais pu avancer correctement, c'est des gens qui ne correspondaient pas 100% à tes critères physiques et qui, du coup, ce paramètre-là t'a fait abandonner la relation. C'est clairement ce qui s'est passé hein, dans mes relations passées. C'est-à-dire que j'ai eu des hommes qui me correspondaient à 100% sur mes valeurs de base, avec qui j'aurais pu fonder vraiment des relations géniales, mais je les ai laissés passer parce que niveau physique, je me disais ah mais ouais, mais il lui manque ça ou si, et je trouvais toujours quelque chose à redire. Or plus le temps y passe et plus je me dis en fait ce qui est important c'est quoi? Au vu de ce que tu veux, au vu de ta mentalité et de ce que tu souhaites pour l'avenir. C'est quoi qui est important réellement? Forcément, je ne vous parle pas de prendre le mec, le clampin du coin où vous avez aucune attirance physique pour lui. Pas du tout, on n'en est pas là. Mais je vous dis juste que il y a peut-être des choses à revoir quand, en tout cas, tu te positionnes comme moi, c'est-à-dire à vouloir une relation qui dure, avec des bonnes bases, et surtout, ce qui est important pour toi, c'est de pouvoir avoir une bonne entente et pouvoir avancer librement. Parce que j'estime qu'à partir du moment où tu as des fondations solides de par votre communication, vos valeurs communes, etc., je pense que tu peux tout affronter dans un couple. Parce que tu vas avoir justement cette facilité et cette liberté de communication quand ça ira pas, qui vous fera avancer. Et je pense aussi qu'au vu de ça, au vu de la solidité de la relation, tu vas pouvoir aller vers des schémas différents, peut-être plus tard. Et là, on en revient à tout mon questionnement sur le polyamour, sur l'ouverture du couple, etc. Je pense que, pour être très honnête, encore une fois, je sais pas, faudrait que je regarde les stats de qui est resté fidèle physiquement toute sa vie à quelqu'un. Je demanderai à mon ami ChatGPT probablement, mais en réalité, je sais pas, parce que, enfin, même le sondage doit être faussé parce que qui dit réellement la vérité,
on n'en saura jamais trop rien. Mais dans mon entourage, je pense pas avoir connu des gens qui soient restés physiquement fidèles à la même personne toute leur life. En partant de ce constat-là, je me dis, je préfère être au courant plutôt que ça se fasse dans mon dos. Maintenant, tu peux pas ouvrir un couple si t'es pas solide sur tes appuis et si il n'y a pas de communication dans le couple. Parce que justement, je commence à lire des livres sur ça, sur l'ouverture du couple, sur le polyamour, etc. Et en fait, quand tu commences à t'y intéresser, tu te rends compte que c'est bien plus que simplement des gens qui couchent à droite à gauche. C'est pas ça. C'est pas le polyamour, c'est pas un couple ouvert. C'est différent. Et un couple ouvert, c'est pas simplement que les deux vont coucher à droite à gauche. Il y a des règles, il y a des bases à établir, il y a de la communication à avoir, il y a beaucoup d'échanges à avoir avec son partenaire avant de se lancer là-dedans. Parce que chacun va pouvoir délimiter ses limites, chacun va exprimer ses ressentis sur la situation, et il faut que ce soit toujours consentant. C'est pour ça que c'est très compliqué, parce que là, je vous parle de ça assez librement, mais aller en parler à quelqu'un avec qui tu te projettes dans une relation, est-ce que tu te verrais ouvrir le couple dans 20, 30 ans? T'en sais rien, déjà tu peux pas savoir. Et puis moi-même, ça se trouve, je dis ça, mais dans 20, 30 ans, je serais peut-être plus prête à ça. C'est super complexe en fait d'ouvrir son couple, étant donné que il faut être capable de savoir qu'à un moment donné, ton partenaire est avec quelqu'un d'autre, mais aussi être en capacité de tolérer le fait que ton partenaire soit avec quelqu'un d'autre pendant que toi, tu ne l'es pas. Parce que des fois, ça va pas concorder. Parfois, ton partenaire va réussir à trouver quelqu'un, va partager un petit bout de chemin avec cette personne, et toi, tu n'auras personne. Et inversement. Donc, à voir si tu as les épaules pour, à voir si tu es en capacité de pouvoir le faire, et il faut que ce soit toujours dans le respect des limites de l'autre. C'est très complexe. Et honnêtement, j'en suis pas là, parce que là, j'en suis même à rechercher... Non, j'aime pas ce terme-là. J'en suis même à me déconstruire sur certains schémas pour justement réussir à arriver dans une relation de la manière la plus saine possible. Pour ma prochaine relation, j'ai vraiment envie que ça fonctionne et que ça fonctionne sans pression. C'est-à-dire que je veux vraiment me détacher de ce schéma du couple qui doit durer absolument. Parce que, à cause de ce schéma-là, que je me suis ancrée, je donne beaucoup. C'est pas une mauvaise chose et c'est pas quelque chose que je vais arrêter. Bien au contraire, je suis comme ça et je pense que c'est un de mes traits de personnalité que j'ai pas envie d'effacer. Mais il faut que j'apprenne à qui je donne beaucoup. Et il faut que je sois en capacité de voir quand est-ce que la personne mérite ou non d'avoir cette attention. Et c'est aussi pour ça que c'est super important que je communique sur mes émotions. Et j'essaye, j'apprends, je développe, je commence à pouvoir y arriver. Parce que je sais que là, dans les faits, je ne suis pas prête tout de suite à accueillir une relation. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, il y a encore beaucoup de choses à déconstruire. Mais comme je suis dans un processus pour y arriver, je sais que par exemple, si demain je rencontre quelqu'un qui me donne envie en tout cas que je vois la possibilité à travers cette personne de construire une relation saine et qui me correspond parce que les valeurs fondamentales de cette personne sont en accord avec les miennes, je pense que je serai en capacité de pouvoir communiquer avec cette personne sur mes peurs et sur le fait que par contre, c'est quelqu'un qui m'intéresse, que je me vois bien commencer à rentrer dans une démarche de découverte de l'autre, mais qu'on prenne notre temps. Et surtout, énormément communiquer sur mes peurs, sur mes appréhensions, sur le travail que je fais sur moi. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, et encore une fois, ça je l'ai déjà dit dans mon dernier podcast, mais je réitère ce que je dis parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Il y a peu d'hommes qui travaillent sur eux. Ils pensent que parler avec ChatGPT, ça va leur suffire pour se déconstruire. Or, tu vois bien qu'il y a beaucoup de mecs qui répètent les mêmes schémas. Et d'ailleurs, je sais que je suis attirée par un type d'homme qui répète les mêmes schémas, qui sont, je cite, 2 points à la ligne, des hommes qui enchaînent énormément de conquêtes, qui cherchent à combler quelque chose à travers ça. Parce que
je suis désolée, mais tu n'enchaînes pas les dates, les conquêtes, etc. si tu n'essaies pas de combler quelque chose en toi. Et je suis très bien placée pour le savoir, puisque quand même, les dates, j'ai été en sacrée recherche ces derniers temps, bien que j'en ai pas enchaîné beaucoup. Mais je savais pertinemment que j'essayais de j'essayais de combler quelque chose à travers mon comportement. Donc, réussir à se poser, à se dire, ok, il y a peut-être un truc à régler avec moi-même. Pourquoi j'ai ces comportements-là? Pourquoi je cherche absolument à avoir des conquêtes, à plaire, etc. Ça, c'est tout un process qu'il faut déconstruire. Et j'ai l'impression qu'il y a peu d'hommes qui sont dans cette démarche-là. Peut-être parce que, d'une part, il y en a qui n'ont pas forcément identifié le fait qu'ils avaient ce principe et ce fonctionnement-là. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont très réticents à les consulter parce que la honte, parce que je suis un homme, j'en ai pas besoin, parce que non mais moi, il n'y a pas de problème avec moi. Et ça, je trouve ça plutôt problématique. Parce que j'en parlais avec deux potes à moi la semaine dernière et justement, on parlait d'aller voir un psy en tant qu'homme. Est-ce que c'était possible de se déconstruire et de se construire sans aller en thérapie? Je trouve ça compliqué quand même, parce que je pense qu'on a tous des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Maintenant, je respecte le choix de ne pas aller faire de thérapie. On va pas commencer à forcer les gens à aller en thérapie, mais je pense qu'il y a un bon nombre de personnes à qui ça ferait pas de mal d'aller se déconstruire et ou de se questionner sur leur mode de relation. Parce que le type d'homme vers lequel je suis attirée, c'est souvent des hommes évitants, qui du coup verbalisent très facilement le fait qu'ils n'ont pas envie d'avoir de relation, mais qui vont laisser sous-entendre. En fait, c'est des mecs évitants, mais qui, je pense, dans le fond, ont envie de se poser, et c'est ça qui me drague un peu. Je vais pas vous mentir. Parce que je me dis, et c'est ça aussi que j'essaie de déconstruire, je me suis toujours dit, oui, mais ce type d'homme, entre guillemets, je peux le faire changer. Je peux le faire changer d'avis, je peux le faire changer en règle générale, ça a toujours été mon truc depuis mes premières relations. Mais c'est bon, le bénévolat a assez duré, j'ai 26 ans, je pense que j'ai envie de nouvelles choses. Et en fait, je pense que de plus en plus, je suis dans ce process de réaliser qui je suis, de réaliser ce que j'apporte dans une relation, de réaliser ce que je vaux, que je mérite le respect. Et en fait, je suis dans ce processus d'acceptation du fait que j'ai le droit d'être heureuse. C'est très dur quand tu t'es toujours conditionné dans le fait que tu n'y avais pas droit, que c'était pas fait pour toi. Là, je suis vraiment dans une zone de flou et dans un inconfort, mais d'une force. Mais j'ai l'impression que c'est le passage obligé pour réussir à grandir. Et je me dis en vrai, 26 ans, c'est vrai. C'est vrai que quand je prends du recul et que je regarde 10 ans en arrière, quand j'avais 15 ans, j'étais posée avec ce mec avec qui j'ai fait 7 ans de ma vie, avec qui j'ai habité 3 ans. Et je me souviens très bien lui avoir dit, je crois, juste avant qu'on se sépare, un an avant, on avait 20 ans, et je lui ai dit, dans 5 ans, ça fera 10 ans qu'on est ensemble, et t'imagines, on dira aux autres, nous, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, pendant qu'ils viendront de rencontrer leur moitié. Si tu me posais la question, à 26 ans, j'allais être avec mon petit crédit, ma petite maison, mon petit mioche en cours de construction, voire même j'en aurais déjà pondu un. C'était ça mon projet et je pense que j'étais heureuse dans ce schéma-là. Maintenant, j'ai 26 ans, je me dis, Dieu merci, ce n'est pas arrivé dans ce sens-là parce que je suis très heureuse de là où je suis à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, je gagne ma vie, je me sens vraiment épanouie au niveau personnel et professionnel dans le sens où je sais que je travaille tellement sur moi et ça commence à porter ses fruits et je me dis, j'ai la chance de faire partie de ces gens qui réussissent à se déconstruire et à être bien avec eux-mêmes, à être en phase avec ce qu'ils font, etc. Et j'ai envie de vous dire, 26 ans, pour en arriver là, finalement, c'est plutôt jeune, parce qu'il y a des gens qui commencent à se déconstruire bien plus tard que ça, mais je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à se déconstruire, donc quand même vous avez 55 ans et vous écoutez mon podcast, vous en avez 65, il n'est jamais trop tard pour travailler sur soi et pour commencer à vivre la vie qu'on a toujours voulu avoir, se détacher du regard des autres, commencer à vivre pour soi, se poser la question de qu'est-ce qu'on veut réellement dans la vie, quel type de schéma on a envie d'appliquer,
Parce qu'en vrai, en réalité, il y a le schéma de la société actuelle qu'on a l'habitude de voir partout. Mais quand tu commences à te poser, à t'intéresser aux autres, à t'ouvrir, à voyager, à rencontrer des gens, tu te rends compte que les schémas, il n'y en a pas qu'un. Il y en a bien plus que ce qu'on pense. Même, je suis certaine qu'il y en a plein que je connais même pas. Mais pour vous dire que ça commence à t'ouvrir l'esprit et tu commences à réfléchir à des schémas qui peuvent te correspondre si tu n'as pas trouvé encore celui qui te va. Donc forcément, là, je suis en pleine remise en question et forcément, je suis dans une insécurité assez énorme. C'est pour ça que je pleure autant et je pense aussi c'est pour ça que je dors si peu, puisqu'on en est quand même à 6 heures de sommeil en 2 jours, encore une fois. Tout ce que je vous expose, c'est ce que je pourrais dire dans une conversation avec une de mes potes, parce que c'est réellement ce que je ressens. Et je suis contente de ressentir tout ça à 26 ans, tous ces questionnements, peut-être toutes ces appréhensions aussi. Je pense qu'elles sont nécessaires. Et en vrai, est-ce que c'est pas ça, grandir, prendre en maturité, que de se poser, de se regarder en face et d'accepter ses vulnérabilités pour toi-même, mais aussi aux yeux des autres? Parce qu'honnêtement, je sais que la prochaine zone d'inconfort dans laquelle je vais me mettre, c'est quand je vais m'ouvrir à quelqu'un en disant que j'ai envie de me poser. Ça va être pour moi la plus grande zone d'inconfort parce que jusqu'ici, j'ai toujours été évidente. Pourquoi je suis évidente? Parce que vu que je suis dans cette peur de l'abandon, bah forcément, en fait, c'est lié. Vu que j'ai peur de l'abandon, je vais éviter les relations. Le problème, et c'est ce que me disait ma psy, c'est qu'elle me disait, là, vous retombez un peu dans les mêmes schémas. C'est-à-dire que, alors, je mets des guillemets à ça, mais les hommes de qui je lui parle, avec qui j'ai peut-être pas de contact, mais qui font partie de mon histoire, on va dire. Et quand je m'interroge sur eux, sur des éventuelles possibilités, ou que je reviens sur certaines choses dans nos relations que j'ai pu avoir avec certains d'entre eux, et bah, je vois que, effectivement, c'est quand même toujours un peu les mêmes schémas que je reproduis. Et elle me disait, là, le prochain step, et là où il va falloir essayer de déconstruire tout ça, c'est comment vous allez vous positionner dans la relation. Comment vous allez poser vos limites. Comment vous allez faire pour vous respecter et vous faire respecter. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'à chaque fois, vous reproduisez le même schéma. J'essaye d'être la meuf cool, j'essaye d'être la meuf qui ne pose pas de questions, j'essaye d'être conciliante, d'avoir la relation la plus fluide possible. Mais est-ce qu'une relation fluide, c'est réellement les schémas que j'avais là? Je pense pas. J'avais des interrogations qui me pesaient. Donc au final, c'est pas vraiment fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut que je travaille. Et je sais que le prochain step, ça sera ça. Ça sera, là, je suis dans une zone d'inconfort parce que je suis seule et que j'ai pas l'habitude et que forcément, je vais essayer de grappiller et de retomber dans mes travers. Je le vois, hein, je le vois. Là, je suis très, très inconfortable. Donc forcément, je vais me raccrocher au moindre affection qu'on peut me donner ou à la moindre attention. Mais je prends du recul. Je prends du recul et je me dis, non. Ma belle t'a dit, tu prends du temps pour toi, tu te focuses, tu travailles sur toi, tu verras plus tard. Et surtout, je suis en train de commencer à énumérer tous mes critères pour la personne qui partagera ma vie, les prochaines personnes que je rencontrerai, quand je serai vraiment dans cette démarche de me poser, etc. Bien que je commence à y arriver, mais beaucoup d'insécurité, beaucoup de questionnements encore. Le jour où ça arrivera, je sais que je donnerai l'heure qu'à des gens qui remplissent mes critères. Chose que je ne faisais pas jusqu'ici parce que j'avais toujours le bénéfice du doute du oui, c'est vrai qu'il ne remplit pas ça, mais stop the car. On va arrêter là. Ce qui est important, c'est que pour les prochains, je donne l'heure à des gens qui remplissent 100% de mes critères et je vais mettre des guillemets à ça parce que mes critères seront basés sur les valeurs, sur le feeling qu'on a ensemble, sur comment je vois ma vie plus tard, mon schéma que j'ai envie d'avoir, et pas tant le physique. Je dis pas que je vais pas me mettre avec un mec qui me plaît pas physiquement. Ça, no way. Mais si tu remplis pas à 100% mes critères physiques, c'est pas grave.
Je préfère avoir un mec qui ne remplit pas 100% de mes critères physiques, mais que je trouve quand même super beau, plutôt que un mec 100% ma cam, mais pas stable émotionnellement, par exemple. Enfin, pour moi, c'est le critère de base, être stable émotionnellement, au vu de tous les ragondins, là, les ragondins que j'ai eu dans mon passif. C'est mort. C'est le premier critère. T'es stable émotionnellement, oui, non. Tu manques de confiance en toi, oui, non. Ça va être les critères qui vont baser mes relations. Parce que je ne serai plus la personne qui donne d'elle-même pour essayer de combler quelque chose chez l'autre. C'est mort. C'est mort. Je veux bien être la personne soutenante. Je veux bien apporter mon aide parce qu'on a tous des insécurités. Et c'est important aussi de pas être là en mode non, bah en fait, t'as qu'à te soigner tout seul. Alors, c'est pas à toi de soigner ta personne. Quand je dis ta personne, c'est ton partenaire. C'est pas à toi de la soigner. Mais toi, tu es là pour être un soutien. Tu es là pour accompagner. Tu es là pour aider. Donc, tu es quand même là pour quelque chose. Sinon, ça sert à rien. Autant ne pas être en relation. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas psy. Va consulter. Essaye de travailler sur toi, de déconstruire certains schémas. Et moi, je serai là pour t'accompagner, je serai là pour te soutenir, je serai là pour répondre à tes peurs et tes questionnements. Je serai ton soutien, il n'y a pas de problème. Mais je ne serai pas ta soignante, ça c'est sûr. C'est peut-être l'âge qui me fait prendre conscience de pas mal de trucs, là. Je deviens un petit peu sage quand même. Mais ça me plaît, hein, ce genre de démarche-là. J'ai l'impression de vraiment avancer. Euh, Émotionnellement parlant, psychiquement parlant, j'ai l'impression de vraiment être en train de déconstruire beaucoup de choses et je ne veux pas arriver à la trentaine puisque j'estime que la trentaine c'est un cap. Je dis pas que ça y est, c'est le truc où t'es foutu et tout. Loin de là, hein, on est encore très jeune à 30 ans. Mais j'ai pas envie de rester. Vous savez quoi, même ne serait-ce qu'une année de plus, j'ai pas envie d'arriver à 27 ans et de pas avoir travaillé sur tout ça, de pas avoir process sur tout ça et d'en être encore bloqué au même stade. Je veux pas subir ma condition parce que pour moi, tu ne peux pas passer ta vie à te réfugier sur mais il m'est arrivé ci et ça et machin. C'est pas possible. Au bout d'un moment, tu fais le bilan. Voilà, il m'est arrivé ça, 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 ça. C'est pas cool. C'est même terrible pour certaines choses qui te sont arrivées parce que, voilà, chacun son histoire. Je sais qu'il y a des choses qui me sont arrivées que je souhaite à personne et j'en ai parlé deux, trois fois dans mes podcasts de manière très brièvement, mais je pense que vous avez compris plus ou moins certaines choses qui me sont arrivées que j'ai pas forcément encore la force mentale ni même l'envie de vous le partager explicitement. Mais je pense que vous l'avez compris pour la plupart. Je m'apitoie pas sur mon sort. C'est-à-dire que je me dis, bon, il m'est arrivé ci, ça. Ok, faisons le bilan. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller mieux, pour avancer et pour ne pas rester bloqué dans ça et donner raison à ces personnes qui m'ont fait du mal. Parce que qui gagne au final si toi-même tu fais pas ton process, si toi-même tu n'essaies pas d'avancer. Clairement, tu donnes raison et clairement, tu les laisses gagner si tu pars de ce principe-là. Moi, je trouve ça important que à mon âge, à 26 ans, j'apprenne à me connaître pleinement, sans personne autour de moi, mais en travaillant sur moi. Parce que bon, il ne s'agit pas de juste rester seul pour rester seul. Si tu fais rien, ça sert à rien. Mais tu processes, tu discutes, tu déconstruis les schémas, puis t'avances. Parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas tout le temps rester clé bleue dans le même truc. Et à 30 ans, 40 ans, 50 ans, on reparlera des mêmes choses. Et on sera toujours là à pleurer sur ton sort. Mais en fait, non. Moi, au bout d'un moment, ça, c'est vraiment un truc où je sais que je suis conciliante, j'entends, je suis soutenante. Mais c'est vrai que quand tu es avec quelqu'un que tu connais depuis 10 piges, et quand 10 piges, il y a toujours les mêmes problématiques, au bout d'un moment, tu commences à te poser des questions. Tu te dis, attends, ma chérie, ça fait 10 ans que je t'entends sur les mêmes histoires. Au bout d'un moment, move on. Prends les devants, essaie de travailler sur toi. Oui, c'est injuste que ce soit à nous de mettre autant d'argent dans des psys et des thérapies. Ça, c'est vrai, parce que c'est pas nous qui avons demandé à subir X ou Y situation. Mais c'est comme ça. T'as deux choix. Soit tu t'apitoies sur ton sort, soit tu vas commencer à prendre les devants et à faire en sorte que ça aille mieux. Et essayez toujours de tourner les choses à votre avantage. C'est-à-dire que, typiquement, un truc qui
qui régit ma vie, c'est de toujours prendre le bon côté des choses. Et je sais que c'est dur. Parfois, c'est compliqué, surtout au vu de ce que tu peux traverser, etc. Mais je pars du principe que rien n'arrive par hasard. S'il t'arrive quelque chose, c'était pour quelque chose. Forcément. Soit pour t'apprendre quelque chose, soit pour t'éviter quelque chose. Parce qu'il y a des trucs, des fois, dans la vie qui t'arrivent et t'es en mode « Mais c'est pas possible !» Typiquement, mon hospitalisation, j'étais en mode « Mais attends, mais quoi ?» Je vous jure que j'ai fait mon introspection après et je me suis dit « Mais je sais pourquoi je suis là. » Et si je suis là et qu'il m'est arrivé un truc aussi grave et que je dure aussi longtemps dans ce lit d'hôpital, c'est parce qu'il devait m'arriver peut-être pire. Ou autre chose en tout cas que j'aurais mieux pas aimé savoir. Et en plus de ça, je sais que ça a été une énorme leçon de vie. Et qu'à l'heure actuelle, elle dirige complètement ma vie entière en fait. Parce que je ne vois plus du tout les choses de la même manière qu'avant hospitalisation. Il y a beaucoup de choses que j'ai remis en question, notamment le fait de comment je dirigeais mon temps, de l'énergie que je donnais aux gens, de qu'est-ce que j'avais réellement envie dans ma vie, qui je voulais autour de moi, et quel type de personne je voulais, et qu'est-ce que je tolérais ou non. Mes limites, maintenant, j'ai beaucoup moins de mal à les imposer. Et si t'es pas content, libre à toi de ne pas faire partie de cette aventure, finalement. Tu vois ce que je veux dire ? Faut aussi apprendre à te respecter. Et je pense que plus tu t'entoures correctement, plus autour de toi, tu as des gens qui te boostent, qui te motivent, qui te valorisent. Et plus tu vas avoir cette capacité de pouvoir poser tes limites, dans le respect évidemment, hein, on n'impose pas ses limites, on pose ses limites. Et ensuite, normalement, quand tu es bien entouré, tu as des gens qui savent respecter ces limites que tu poses. Bon. Globalement, j'estime que à l'heure actuelle, je suis très bien entourée. J'ai des gens qui savent clairement respecter mes limites, qui me valorisent. J'ai un entourage sain. Et Dieu merci, parce que je sais que ça m'aide dans mon processus. Mais, encore une fois, si ce n'est pas ton cas, ne prends pas ça comme une excuse à ton malheur et au fait de ne pas essayer de t'en défaire. C'est important de, justement, commencer à prendre les rênes, parce que tu es décisionnaire et tu es le maître de ta vie finalement. Là, je dis un truc archi en mode à deux doigts de vous lâcher un carpe diem, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est en fait, personne va le faire à votre place. Vous soutenir dans vos projets, etc. J'entends souvent personne va le faire à votre place. Alors ça, bon, c'est oui et non. Normalement, quand tu as un entourage qui te soutient, etc., on peut te soutenir à ta place parce que toi-même, tu crois plus en tes projets et d'autres gens vont te rebooster. Mais pour ce qui est de ta vie, de ta santé mentale, de comment tu te construis et comment tu te déconstruis, il n'y a que toi qui peux le faire. Donc là, c'est à toi de prendre les rênes et de commencer à initier le process. Et ça, c'est un truc que j'ai compris assez tôt dans ma vie, Dieu merci. Mais encore une fois, il n'est jamais trop tard pour le faire. Quand bien même tu as 10 piges de plus que moi, ou 20 ou 30. Tu peux le faire. Enfin, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de « oui, non mais moi j'ai 55 ans, donc… » 55 ans, c'est jeune. Pitié, c'est jeune. Je vous assure, j'ai été infirmière, je sais ce que c'est la vieillesse, d'accord ? 55 ans, c'est jeune. Vous avez encore toute la vie devant vous. Vous avez encore… Mais ne vous trouvez pas d'excuses et surtout pas l'âge. L'âge n'est pas une excuse. J'ai vu des histoires d'amour se créer en EHPAD à 80 ans, d'accord ? Donc, quand même, vous n'avez pas trouvé votre moitié maintenant. Vous la trouvez à un moment. Et je suis tombée sur une vidéo récemment et je finirai là-dessus. Justement, d'une fille qui disait « Vous avez plus de chances de finir en couple et malheureux que de finir seul et malheureux. » Parce qu'il y a des études qui ont été faites sur les couples, et je vous assure que des couples épanouis, il y en a peu. Donc, ne vous précipitez pas, commencez à vous questionner sur ce que vous voulez réellement, et quand bien même, allez-y, foncez. Si c'est une relation que vous voulez, investissez-vous, engagez-vous, mais ne vous mettez pas cette pression de ça doit durer absolument, quitte à ce que ça entache mes valeurs, quitte à ce que on dépasse mes limites, quitte à ce qu'on ne me respecte pas. Jamais, jamais ça doit être un argument pour continuer une relation. Posez-vous toujours la question de comment je suis dans cette relation, est-ce que je suis respectée, est-ce que mes limites ne sont pas dépassées ? Vraiment, c'est hyper important de se questionner sur les relations et ça, je vous enverrai à mon dernier épisode de podcast sur le polyamour où je donnais justement cet exemple que ma psy m'a donné sur l'autoroute de l'amour.
Vraiment, c'est hyper important de se questionner. Je trouve que c'est une très belle conclusion pour ce début de matinée de mon anniversaire qui se commence à 8h. Il est 8h08, nous sommes le mardi 6 mai 2025 et je termine ce podcast. Voilà, j'ai rien à vous dire de particulier en conclusion. J'espère juste que ça pourra, encore une fois, vous permettre de vous questionner. Peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça va vous faire un déclic. Ce que je vous souhaite, que ça vous fasse un déclic. Et évidemment, je suis intéressée pour avoir vos retours. Je vais mettre cette vidéo aussi sur YouTube. Là, je vais le poster sur Spotify, mais je le posterai aussi sur YouTube. Merci 1000 fois à celles et ceux qui prennent le temps de commenter, partager, liker ce podcast parce que ça me donne de la force. Et quand bien même c'est un format que j'aime rendre assez flexible, libre, je m'impose pas de quand est-ce que je vais vous sortir un épisode, etc. Bah, c'est quand même trop cool d'avoir vos retours parce que ça me motive à continuer ce format. Et en ce moment, pour tout vous dire, j'ai beaucoup plus envie de vous partager des choses sur ce format-là parce que j'ai envie de vous partager beaucoup plus de profondeur, chose que j'ai du mal à mettre sous format vidéo encore. Mais je sais que ça va venir, il faut juste que je trouve mon truc. Je me questionne beaucoup sur ça et ça sera peut-être d'ailleurs un prochain épisode de podcast. Mais en tout cas, je suis très intéressée d'avoir vos retours. Donc merci beaucoup à celles qui prennent le temps de m'écrire, que ce soit sur Instagram, que ce soit en commentaire sous le podcast, de liker, commenter, partager. Merci à celles qui le font aussi sur les autres plateformes parce que vous savez que c'est vraiment la plus belle force que vous pouvez donner à un créateur que vous appréciez. C'est juste vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est ça qui nous montre votre engouement sur ce qu'on peut vous proposer, sur est-ce que ça vous plaît. Donc voilà, j'espère que ce nouvel épisode pourra vous parler. J'espère que ça vous plaira, tout simplement. Et moi, d'ici je ne sais quand d'ailleurs, parce que, encore une fois, je ne me mettrai pas de pression sur ce podcast. Mais en tout cas, d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. Allez, bisous!